à Jean-Yves Lépine de nous rejoindre, puisqu'on va aborder avec Jean-Yves le sujet pour lequel vous êtes tous venus. Vous attendez tous les résultats. Alors juste, si je peux me permettre, Jean-Yves, avant de te donner la parole, quelques informations un peu importantes sur le fait que comment nous procédons au sein d'Esprit de Service France depuis 2 ans déjà. Donc à travers ce lab là, qui est composé à la fois d'académiques et d'opérationnels, surtout parce que comme le disait Florence tout à l'heure, nous sommes avant tout un do tank, même si on réfléchit beaucoup, nous sommes avant tout un do tank, et compte tenu des mutations en fait qui nous ont transpercé, percuté, de manière toutes les mutations, que ce soit technologiques, sociales, sociétales, et toutes les crises sanitaires à répétition que nous faisions, et bien notre lab Esprit de Service s'organise tous les ans avec Nocfor notamment pour sortir un baromètre Esprit de Service qui s'appelle Donner du sens et qui en 2021 nous a conduit à lancer au retour des résultats d'une étude justement un peu globale, une étude sur le management, parce que c'est ce qui arrivait en premier, c'était un besoin de travailler sur le management. En effet, ces résultats de celui-ci confirmaient vraiment cette nécessité de revisiter tout le management, d'où la sortie du livre que vous avez tous lu, parce qu'il y aura interrogation écrite après. Voyage au cœur du management. Par ailleurs, il était aussi clairement évoqué pendant ce baromètre 2021 qu'il était urgent de retravailler la relation commerciale. Alors, dans ce baromètre 2021, je vais laisser la parole à Jean-Yves maintenant pour vous exposer la suite. Absolument. Donc effectivement, on s'est rendu compte qu'il y avait un certain nombre de choses qui sortaient déjà dans le baromètre l'an passé, et notamment quelque chose qui nous avait pas mal interpellé et qui est illustré ici à l'écran, c'était finalement la différence entre ce qui était identifié comme étant des attentes de nos clients. Et donc là, en l'occurrence, on se rend compte qu'il y a un certain nombre d'attentes qui sont illustrées dans le bas de la diapositive. Nos clients attendent qu'on soit plus agile, qu'on ait un traitement plus personnalisé, qu'on puisse avoir une attitude avec plus le sens du service. Et quand on avait posé la question après de savoir finalement, mais qu'est-ce qui se mettait en œuvre dans les entreprises, on a fait le constat que finalement, on mettait en œuvre dans les entreprises des choses qui n'étaient pas complètement alignées avec les attentes des clients, au détail près du traitement plus personnalisé, mais que finalement, les autres actions, avec une vision peut-être un petit peu nombriliste de ce qu'il faut faire, avec la croyance qu'on sait nécessairement ce qu'il faut faire, nous a amené à faire de la communication, proposer de nouvelles offres, de nouvelles organisations. Et finalement, ça nous est apparu comme étant une forme de tension ou d'interaction surprenante entre ce que l'on conçoit être bien pour nos clients et ce qu'ils nous disent réellement. Oui, c'est vrai que je peux enlever le masque. On a tellement l'habitude que maintenant on ne sait plus, je l'ai sur moi, c'est comme mes lunettes, quelquefois je dis est-ce que j'ai mes lunettes? Ah oui, je les ai sur moi. Donc effectivement, donc, ce premier paradoxe, et puis donc l'étude effectivement a été menée de façon à ce qu'on soit en capacité finalement de mieux percevoir ce qui change. Le monde change, on le sait bien, ça a été évoqué par Florence. Effectivement, quand on s'occupe de l'exploitation de la Tour Eiffel, on a juste un souci quand en fait les clients ne sont plus là. On se dit, mais il y a des viviers de clients qui pourraient être intéressés, les Français, tu l'as dit très justement, sauf qu'il faut changer de paradigme, et en l'occurrence, on conçoit tous que les modes de consommation sont en train d'évoluer, on n'est plus dans la consommation et dans la possession, on est dans l'usage, donc derrière un usage, on va vouloir du service. Donc finalement, on se rend compte que quelle que soit notre activité, et a fortiori dans les activités de service, il faut faire évoluer un certain nombre de choses de façon à continuer d'être au rendez-vous des attentes des clients. Et c'est pour ça qu'il nous est apparu tout à fait important de mettre en avant cette dimension autour du commerce, faire en sorte qu'on puisse faire évoluer la fonction commerciale, et c'était là finalement qui est sorti, de façon à ce que, grâce à l'étude, mais grâce également, puisque nous sommes un do tank et qu'on est dans la co-construction, grâce au travail que nous allons pouvoir réaliser collectivement, on soit en capacité d'apporter des réponses à ces différentes questions. Alors, quelques résultats de la consultation, qui est donc notre diapo juste après. Bon, je vais passer si tu veux, Maryse. Oui, voilà. Tu vois, c'est peut-être plus simple. Donc en fait, on a fait une consultation. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous, évidemment, y ont répondu et je vous les en remercie. Et on se rend compte dans cette consultation, donc, qui a été élargie, vous avez le panel qui est présenté ici sur l'écran. On a eu donc plus de 8700 contributions, on a eu plus de 10 000 idées, donc un taux de complétion, et ça on était
très, très content de ce taux de complétion, 82%, c'est-à-dire qu'en fait, les gens qui ont commencé vont jusqu'au bout. Mais en l'occurrence, ça nous a permis d'avoir donc une vision de ce que les personnes interrogées avaient envie de nous dire sur ces sujets de la relation commerciale. Si on veut être écouté, disait La Rochefoucauld, il faut écouter ceux qui parlent. Donc c'est finalement ça aussi grâce à ce baromètre, parce qu'au-delà des notes, au-delà des chiffres, il y a énormément de verbatim. Et vous verrez qu'on essaie d'exploiter ces verbatim de façon à ce qu'on puisse avoir une richesse de compréhension du système. Donc voilà, donc un panel spécifique a été choisi également pour compléter les acteurs que nous tous avions dans notre spectre. On a diffusé le questionnaire à nos connaissances, mais pour le coup, on s'est appuyé également sur un panel, de façon à ce qu'on puisse avoir une représentation de la population qui soit suffisamment large, c'est ce qui est présenté ici, et on se rend compte que finalement, on a une grande diversité. Il y a une grande diversité de secteurs. Certes, le secteur commerce est assez représenté, c'est évident, c'est le commerce de proximité, du fait du panel que nous avons choisi, mais pour le coup, on a quand même l'ensemble des secteurs qui sont représentés. Et finalement, à la lecture des résultats, et je vais en présenter quelques-uns, l'objectif n'est évidemment pas de vous assommer avec des chiffres. Alors, merci aussi à Florence d'avoir présenté déjà un certain nombre de chiffres, parce que présenter des chiffres en début d'après-midi, ça peut être une gageure. Mais en l'occurrence, vous avez tous retenu un certain nombre de choses. Je vous invite à retenir les chiffres de Florence et peut-être d'entendre les miens sans les retenir spécifiquement. Mais en tout cas, il y a un certain nombre de choses qui nous sont apparues comme des consensus. Quand on regarde ce graphique, donc on posait un certain nombre de choses, on faisait des affirmations, des assertions que vous pouvez lire effectivement dans la partie gauche de la diapositive. Et on s'est rendu compte que finalement, il y avait un consensus autour de ces éléments-là, avec beaucoup de réponses identifiées comme étant favorables. Les gens sont en accord avec ce qu'on indiquait. Et éventuellement, s'ils ne savaient pas, et c'est ce qu'on trouve dans la partie droite de la diapositive en gris, c'est les gens qui finalement ne se positionnent pas ou ne répondent pas. Mais finalement, sur ces différentes assertions, de grands consensus, et notamment deux consensus particuliers qu'on voulait mettre en avant. Donc le premier, c'est autour de la digitalisation. Donc on se rend compte que finalement, tout le monde est d'accord pour dire que la digitalisation, le numérique au sens large, révolutionne les activités dans le cadre de la relation commerciale. On l'a tous vécu effectivement avec le Covid. Avant, on allait faire ses courses et de plus en plus, on s'est fait livrer. Donc livrer des produits frais, livrer des produits transformés, livrer tout un tas de choses, y compris pour sa nourriture. On n'avait pas forcément l'idée de se faire livrer des repas, mais on s'est fait livrer des repas et on a évidemment pris le pli de se faire livrer un certain nombre de choses. C'est-à-dire qu'en fait, on a acté qu'un acte d'achat devient un acte numérique, quasi exclusivement numérique, au moins pour la vie courante. Donc ce qui est intéressant aussi avec ce baromètre, c'est que le baromètre nous permet de savoir qui répond quoi. Et là, c'est ce qu'on voit également sur cette diapositive. Vous voyez par typologie de rôle, donc selon qu'on est un commercial terrain, un commercial sédentaire, un grand compte, on va avoir donc la possibilité de lire, donc d'avoir une lecture très fine aussi, parce que comprendre finalement le rôle du commerce ou l'activité commerciale, c'est comprendre finalement qui sont les différents acteurs avec des organisations différentes. On peut avoir des commerciaux terrain, on peut avoir des commerciaux sédentaires, on a du management de l'activité commerciale. Et l'intérêt du baromètre tel qu'on l'a aujourd'hui avec l'outil Talk4, c'est que ça nous donne justement cette finesse de compréhension. Et vous verrez que ça nous permet d'illustrer un certain nombre de choses, des tensions, des paradoxes. J'y viendrai juste après. Donc premier constat, effectivement, donc des consensus. Oui, le numérique révolutionne les relations commerciales. Et puis deuxième constat, c'est que le temps consacré aux relations commerciales en fait se réduit, alors comme peau de chagrin. Effectivement, c'est dans une mission de commercial, quel est le temps que je consacre, moi commercial, au relationnel, à l'échange, a fortiori l'échange interpersonnel, quand bien même il est en distanciel. Ben, le constat, c'est que finalement, ils nous disent non, finalement, ça se réduit. J'ai de moins en moins de temps pour établir des relations, pour les entretenir, pour les nourrir. Et pour autant, mon temps de commercial est occupé finalement par autre chose. Donc peut-être au détriment justement de la qualité relationnelle. Donc ça, c'est le premier constat, ces éléments-là qui sont donc des consensus. Et l'intérêt également donc, de cette plateforme, c'est que ça nous permet
d'avoir un certain nombre de verbatims. Évidemment que nous allons exploiter largement ces différents verbatims. Donc vous les voyez ici exposés. Donc ils sont repris effectivement sous des termes un petit peu génériques, de façon à ce qu'on puisse avoir donc des pourcentages. Et les premiers éléments sur lesquels on voit qu'il y a énormément de verbatims, c'est sur cette relation à distance. Donc oui, il y a une relation à distance de plus en plus forte. Elle est amenée à perdurer, nous disent les commerciaux. Alors c'est peut-être écrit un petit peu petit là sur la diapositive, mais et du coup cette relation à distance, elle est finalement aussi confrontée à des réalités de disponibilité, éventuellement de multiplication des interlocuteurs derrière une réunion à distance, parce qu'on peut toujours inviter son voisin ou la personne d'à côté. Donc il y a aussi finalement une caractéristique de la relation à distance qui fait que ça nécessite de le travailler et de le comprendre. Deuxième lot de verbatim, c'est tout ce qui est digitalisation des services. Donc là, en l'occurrence, effectivement, j'évoquais les achats en ligne. Donc de plus en plus de personnes font des achats en ligne, c'est évident. Mais on est aussi finalement dans des contextes où, alors on parlait du Figital à un moment donné, on a un certain nombre de boutiques aujourd'hui dans lesquelles on vient pour ne rien acheter, mais uniquement pour voir un produit. Ou alors, non, on va voir quelqu'un qui vend. Moi, j'ai un ami qui s'est mis dans les chaussures de sport. Donc, il vend des chaussures de sport. Il donne des super conseils. On peut essayer les chaussures, c'est super bien. Je n'achète que chez lui. Il me dit, ce qui est terrible, c'est que quand toi, tu viens, tu achètes les chaussures chez moi. Quand j'ai un certain nombre de personnes qui viennent, elles me demandent des conseils, elles regardent plein de trucs. Et me disent, mais je vais trouver moins cher sur Internet. Et donc, en fait, lui, il est confronté à une réalité, c'est qu'il a commandé des chaussures, il a des stocks, et en fait, il ne les vend pas parce que les personnes sont très contentes d'avoir le service, mais en fait, elles ne veulent pas passer à l'acte d'achat parce que l'acte d'achat va se faire par un acte en digital. Donc, ça fait aussi finalement partie de ces nouvelles relations commerciales. Il se dit, super, moi, je suis payé ou pas payé, justement. Je donne des conseils gratuits et je nourris les autres. Donc, ça les amène à revisiter aussi un certain nombre de choses, y compris les relations avec les marques, pour qu'ils puissent avoir des tarifs en boutique qui soient les mêmes que ce que les clients vont trouver sur Internet. Donc la digitalisation des services, des relations commerciales plus exigeantes. Donc là aussi, c'est quelque chose qui sont apparus comme étant une tendance de fond. Il y a des clients qui ont des attentes. Le niveau de service est en train de s'élever. Souvenez-vous, au début, quand il y avait Uber, si on voulait avoir un chauffeur en gants blancs avec une voiture à peu près propre et puis en plus des bonbons et de l'eau, on prenait un Uber parce que si on prenait un taxi classique dans la rue, bon, d'abord on ne le trouvait pas, mais en plus on avait quelqu'un en jogging avec une voiture qui avait un grillon dans les amortisseurs à l'arrière, pas forcément très propre. Mais ça tirait finalement vers le haut, et je sais qu'aujourd'hui, G7, finalement, ils sont au même niveau et on va avoir une qualité de service. Donc il y a une exigence, parce que finalement, on s'est habitué. C'est comme les options dans les voitures. Avant, la clim était optionnelle. Maintenant, forcément que la clim fait partie de ça. Et donc il y a un certain nombre de choses, cette montée en gamme finalement de tous, qui est une grande tendance. Et puis la dernière sur laquelle on voulait mettre un petit coup de projecteur, c'est autour finalement, donc derrière ces exigences, c'est aussi finalement des clients peut-être plus difficiles. Donc là, en l'occurrence, on a eu un certain nombre de verbatims assez forts. Donc je pense qu'on est aussi dans une ère potentiellement d'une forme de, si ce n'est d'agressivité, du moins de tolérance, d'un certain nombre d'incivilités. Et les incivilités ne sont plus l'apanage de quelques rares, qui effectivement étaient peut-être un petit peu à la marge. On est aujourd'hui, on n'hésite pas à se lâcher et à dire un certain nombre de choses. Et je sais, si certains d'entre vous voient aussi les tweets qui peuvent être distribués à l'encontre de leur propre entreprise, moi je fais l'exercice, et je sais qu'il y a un certain nombre de personnes qui, sous couvert de l'anonymat, parce que la digitalisation c'est aussi ça finalement, on est à travers un écran, on n'hésite pas à se lâcher, voire dans certains cas, à avoir un vocabulaire qu'on n'aurait pas si on était en direct. Donc le digital finalement autorise un certain nombre de débordements, et en tout cas c'est apparu dans notre laboratoire. Et puis, le deuxième focus qu'on voulait faire, c'est autour de la compétence professionnelle du commercial de demain. Et donc, la même chose, un certain nombre de choses qui ont été mises en avant avec un certain nombre de verbatims. Et on a regroupé effectivement ça sous un chapeau du relationnel et de l'esprit de service. Oui, c'est ce qui est arrivé majoritairement comme étant une conclusion de ce lab, et on en est ravis. Oui, il y a besoin de relationnel, oui, il y a besoin de l'esprit de service. Et ce qui a vraiment été mis en avant, c'est tout ce qui est lié autour de l'écoute.
Donc savoir être à l'écoute, donc ça veut dire que pour écouter, il faut se taire. Donc ça veut dire aussi ce sont des compétences, en tout cas c'est reconnu comme étant des compétences nécessaires qu'il faut avoir ou qu'il faut acquérir si on considère qu'on ne les a pas. Le deuxième sujet qui a été mis en avant aussi, c'était tout ce qui était lié ou tout ce qui est lié au suivi de la satisfaction client. C'est-à-dire qu'en fait, il faut être en permanence connecté, il faut être en phase, donc c'est à la fois être à l'écoute, mais il faut être également en capacité de recevoir l'ensemble des messages qui sont portés par les clients, de façon à ce que justement, on soit en capacité de nourrir les relations pour augmenter, améliorer, créer la satisfaction des clients. Et puis dernier lot autour du numérique. Donc là aussi, ça veut dire les compétences nécessaires, des compétences autour du numérique. Faire un métier de commercial, ce n'est pas seulement être en capacité d'être sympathique et puis de rencontrer des gens dans une convivialité instantanée. Moi, je me souviens d'une époque qui commence à dater un petit peu et à la question qu'on avait posée en interne dans ma boîte, mais qu'est-ce qu'un bon commercial? C'est quelqu'un qui est capable d'aller déjeuner régulièrement avec son client. Bon, donc c'était un raccourci. Bon, c'est dire qu'on ne peut plus déjeuner. Donc maintenant, effectivement, donc comment faire pour y arriver sans déjeuner? Mais ce n'est pas que ça, évidemment. Et en l'occurrence, il y a un certain nombre de choses autour du numérique qui revient, avec des capacités à maîtriser le numérique. Parce que de plus en plus, on a des systèmes de gestion de relations clients, d'enregistrement de commandes. Et donc, il y a aussi derrière du relationnel, il y a aussi du transactionnel. Et en l'occurrence, il faut être en capacité de maîtriser ce numérique. A fortiori, si on ne veut pas se sentir dépassé ou, excusez-moi l'expression, bouffé par le numérique, au détriment du relationnel, puisqu'on a vu que c'est un sujet sur lequel il nous est indiqué que ça se réduit comme peau de chagrin. Et donc, on a identifié un certain nombre de choses qu'on a nommées paradoxes, des tensions ou des choses qui pourraient apparaître comme étant, dans certains cas même, des formes d'injonctions contradictoires ou paradoxales. Donc là, en l'occurrence, sur ce type de graphique, qui présente, donc là, en l'occurrence, par typologie de répondants, donc les commerciaux terrain, les commerciaux sédentaires, la façon dont ils mettent en avant donc, les sujets autour de la compétence, quel est le besoin de compétence, quelle est la compétence principale. Et donc, on retrouve les éléments que j'ai listés, notamment le relationnel, l'écoute, l'esprit de service, le suivi de la satisfaction. Mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, le traitement statistique qui est fait sur ces données-là met en avant les différences par typologie de répondants. Et là, ce qui nous a semblé, effectivement, donc, ce qu'on peut mettre en avant, c'est que les commerciaux terrain disent beaucoup moins que les autres, que le suivi de la satisfaction est important, et inversement, les commerciaux sédentaires le disent beaucoup plus. Donc quand on dit finalement il y a besoin d'un suivi, on se rend compte que par typologie, les réponses ne sont pas les mêmes. Et inversement, quand on pose la question autour de l'évaluation en continu de la satisfaction client comme étant un fondamental de la relation, là en l'occurrence, les commerciaux sédentaires nous disent beaucoup plus que les autres que oui, c'est important. Donc il y a finalement cette tension-là. Le suivi, est-ce que la compétence est nécessaire pour un commercial terrain? Ils disent beaucoup moins. Ben non, être en capacité de suivre une relation commerciale, non, pas nécessaire pour moi à titre de compétence. Et par contre, quand on leur dit, mais finalement, est-ce que l'évaluation de la satisfaction continue est importante dans vos métiers? La réponse est oui, oui. Donc c'est dit, mais c'est quand même surprenant que finalement, les mêmes populations, ces commerciaux terrain, nous donnent deux informations qui peuvent apparaître comme étant contradictoires, ou au moins paradoxales. Et donc un certain nombre de choses, effectivement, ont été mises en avant dans ces différentes verbatims. Donc évidemment, l'étude sera utilisée beaucoup plus largement que ce que je fais aujourd'hui. J'effleure un certain nombre des sujets qu'on peut pouvoir mettre en avant dans le cadre de cette étude. Mais un certain nombre donc, de sujets autour des difficultés qui ont été mises en avant par les répondants. Et notamment donc des sujets autour du non-alignement. Alors c'est comme ça qu'on l'a formalisé, un non-alignement, une incompréhension, voire un désenchantement, notamment parce que les commerciaux qui ont répondu ont eu l'impression qu'ils n'étaient plus suffisamment entendus, voire qu'ils étaient dans certains cas mal aimés, voire qu'il y avait une forme de tension entre des exigences de la direction, pour faire simple, et puis les moyens qu'ils ont, la capacité qu'ils ont ou pas, d'être au rendez-vous des attentes qui leur sont imposées. Donc des éléments aussi sur le fait que les relations commerciales sont plus exigeantes.
la prospection est plus rude. Hein. C'est vrai que j'imagine que pour conquérir les clients français qui n'avaient pas trop l'habitude de revenir à la Tour Eiffel, parce que, alors effectivement, donc moi je suis un Parisien aussi, et j'ai vécu ce que Agnès a fait vivre à ses neveux, c'était que ma grand-mère nous invitait à la Tour Eiffel régulièrement, ça faisait partie des choses, et voilà, et passé, alors c'était à 15 ans, moi c'était pas à 10, mais en tout cas, ça faisait partie des choses, voilà, c'était un rituel. Et donc en fait finalement comment retrouver ce rituel, comment faire en sorte finalement de se réapproprier ce lieu qui est, comme on s'accorde tous à le dire, est complètement magique. En tout cas, voilà, donc il y a un certain nombre de choses, il y a les impacts économiques, donc il y a peut-être du manque d'engagement, l'omnicanalité qui est compliquée aussi. Donc en fait, un certain nombre de choses qui leur tombent dessus à nos commerciaux, avec lesquels ils ne se sentent pas forcément armés pour être à l'aise pour répondre. Et là aussi, l'outil Talk4 nous permet de faire un certain nombre de choses hyper intéressantes autour finalement donc, du NPS. Savoir si les gens sont plutôt promoteurs ou détracteurs. On avait posé une question pour savoir si les commerciaux allaient recommander leur métier à des connaissances. Et en fait, on a été quand même relativement surpris de se rendre compte qu'au global, le NPS est négatif, ce qui veut dire que les commerciaux, en moyenne, n'ont pas envie de conseiller le boulot de commercial à des connaissances. Donc ça aussi, ça nous a quand même pas mal interpellés. Et notamment tout ce qui est autour de l'animation commerciale. Donc on voit donc les éléments qu'on peut lire dans la colonne de gauche avec les NPS négatifs et qui croissent en fonction effectivement de la hauteur sur la colonne. Donc il y a un certain nombre de personnes qui sont très majoritairement détracteurs par rapport à ce métier de commercial. Donc ça, c'est très surprenant, même si dans le panel DCF, et ça nous a semblé finalement assez logique, en tout cas c'était rassurant, on s'est rendu compte que donc, les équipes DCF sont plutôt des super promoteurs. Donc en fait, quand ils font partie effectivement de DCF, ils considèrent que le boulot de commercial est un boulot qui est noble, et donc ils ont envie d'y aller, ils ont envie de se donner. Et là encore, quelques éléments de résultats. Ce qui me pousse à m'investir, donc là en l'occurrence on voit en colonne selon que l'on est détracteur, neutre ou promoteur, quelles sont les réponses qui ont été apportées, et ce qu'on voit donc même chose, dans la grille de lecture c'est la même chose, ce qui est en rouge c'est quand ils le disent moins et ce qui est en bleu c'est quand ils le disent plus. Et donc en fait globalement les détracteurs nous disent beaucoup moins que ce qui les pousse à s'investir, c'est le goût du défi, l'envie d'eux, alors qu'au contraire, les neutres ou les promoteurs nous disent voilà, ce qui me pousse à m'investir le matin, je me lève le matin parce que voilà, j'ai envie de vaincre, j'ai un défi, j'ai des choses à faire. Donc les détracteurs nous le disent beaucoup moins que les autres, et inversement, ce qu'ils disent beaucoup plus, c'est que finalement, ce qui les motive, en fait, c'est les rémunérations, la reconnaissance financière. Donc finalement, il y a un certain nombre de personnes aujourd'hui qui ne recommandent pas leur travail parce qu'ils nous disent mon travail de commercial est quelque chose qui ne me motive pas, quoi. Je n'ai pas la niaque, j'ai pas envie. Alors, le contexte est particulier, hein, mais en tout cas, il y a ce manque d'envie. Et en l'occurrence, si je le fais, c'est parce qu'il faut faire bouillir la marmite. Et c'est là que finalement, ça pose question. C'est que finalement, de quelle façon peut-on être suffisamment engagé, suffisamment moteur pour qu'on convainque quelqu'un d'acheter une prestation, un service, si finalement on reconnaît soi-même. Et il y a cette forme de lucidité, ce qui est quand même hyper intéressant, cette forme de lucidité qu'en fait, j'y vais uniquement parce que je vais être payé pour. Et donc là, en l'occurrence, ça nous a amené, et je vais te laisser la main, Maryse, pour présenter ces différents paradoxes, à imaginer donc, un certain nombre de paradoxes, de tensions, sur lesquels il va falloir que nous travaillions. Hein, on est un do tank, on est en co-création et on aura besoin de vous. Hein, on est très demandeur d'avoir aussi des noms pour participer à ce qui va être présenté là par Maryse. Mais en tout cas, on a mis en avant ces différents paradoxes et je vais te laisser les présenter, Maryse. Oui, merci. Donc, vous imaginez bien qu'on vous a seulement donné un tout petit extrait de ce qui existe dans la plateforme. Alors, tous les membres adhérents et ceux qui sont membres d'Esprit de Service France recevront les codes et l'intégralité de l'étude, bien sûr. Nous vous ferons une restitution de ce que nous venons de présenter.
Néanmoins, à la lumière de ce qu'on a pu identifier, notamment en termes de consensus, mais aussi surtout en termes de paradoxes, avec la task force qui est composée, et je vais le présenter tout à l'heure, avec Frédéric Bonneton, nous avons décidé d'organiser avec les équipes d'Esprit de Service France et puis de BPCE, puisque j'ai la chance de travailler à BPCE et ça me permet justement de pouvoir vous proposer ce que nous avons décidé de mettre en place, c'est-à-dire un grand World Café le 17 février pour travailler sur cette nouvelle relation commerciale, quelle piste, mais comment résoudre surtout ces différents paradoxes. Premier paradoxe qui apparaît, les premiers paradoxes, souvent c'est tout ce qui concerne, et ce que vous avez pu voir tout à l'heure quand l'a exposé tout à l'heure Jean-Yves, c'est le paradoxe sur quid de la distance versus la proximité. Donc ça, c'est un premier paradoxe que nous allons essayer de dénouer et quelque part essayer de se dire comment on va garder le lien entre cette distance et cette proximité. Deuxième paradoxe, c'est tout ce qui touche l'ambition des organisations qui sont parallèlement en fait en décalage avec la réalité terrain. C'est ce que exprimait tout à l'heure Jean-Yves sur tout ce que l'on n'a pas pu voir sur les questions sur quels sont vos freins, qu'est-ce qui vous le matin, comment vous sentez, etc. Donc on voit bien que ce qui vous pèse le plus, il y a une grosse question sur qu'est-ce qui vous pèse le plus au quotidien dans votre relation commerciale. Eh bien là, on a des éléments très très importants et qui font que on voit bien qu'il n'y a pas cet alignement, il y a une vraie incompréhension exprimée des commerciaux où ils se sentent totalement incompris de leur organisation, de leur hiérarchie, des nouvelles méthodes de travail qui sont mises en place, etc. etc. Et ça, il y a peut-être des commerciaux dans la salle, mais je pense, moi dans mon rôle de présidente d'Esprit de Service France, des fois, je vous sollicite, je vous invite, etc. Il y a des éléments qui font que, il faut redonner du plaisir à ces commerciaux, il faut redonner de l'envie d'agir, il faut redonner de l'envie de se projeter, il faut se redonner de l'envie d'aimer son métier. Et en cela, ils ont perdu le goût, vraiment. Et c'est interpellant. Troisième paradoxe, c'est justement ce hiatus entre la qualité des process et la qualité de la relation. C'est vrai que nos organisations misent de plus en plus sur une qualité des process, vraiment des process huilés, et à contrario, est-ce que ces process trop forts, trop fortement affichés, too much, ne sont pas en décalage avec justement la qualité de la relation. Et puis enfin, nous étudierons aussi tout ce qui distingue les promoteurs des détracteurs, puisque comme vous l'avez dit Jean-Yves, dans la plateforme Talk4 est intégrée directement l'analyse du NPS, et on peut véritablement voir tous les résultats à l'aune des détracteurs, des promoteurs ou des neutres. Donc tous les résultats, que ce soit des questions fermées ou bien sûr ouvertes, et c'est ça où c'est intéressant parce que très vite on clique sur la case détracteurs et on voit exactement ce qui a été dit et comment c'est exprimé. Et ça, c'est vraiment passionnant. Et donc on vous propose, je vais demander à Anne, Marie-Amélie, Anne-Laure, qui est de l'équipe BPCE, de se lever, parce que ce seront avec Jessica les facilitateurs qui vont vous accueillir à BPCE le 17 février. Il y en aura d'autres aussi qui vont se greffer à nous. Donc ces facilitateurs vont poser ces différents sujets et on va avoir parmi vous dans la salle un certain nombre d'experts que nous allons solliciter, qui vont accompagner ces facilitateurs, et on recherche aussi tous les représentants des entreprises qui ont envie de travailler avec nous sur ces paradoxes. Et donc je vous invite, on vous fera passer un petit courrier, même si j'ai déjà des personnes qui m'ont donné leur nom et leur prénom et qui m'ont déjà participé à cet atelier. Ça durera l'après-midi, mais je pense que ça sera intéressant. Donc on va réunir autour de nous tous les directeurs marketing commerciaux, si vous avez ça dans vos organisations, DRH et tout ce qui est management commercial ou de la qualité, ce que les personnes qui vous semblent les plus appropriées sur ce sujet. Voilà, donc je vous invite à nous solliciter, c'est bientôt, c'est le 17 après-midi à BPCE.
Voilà, donc maintenant je vais passer la parole et je souhaiterais d'abord le remercier très chaleureusement et très vivement, Monsieur Frédéric Bonneton, que je ne vois pas. Il est où, Frédéric? Oh, mais il est là. Viens, Frédéric. Donc, il est membre d'Esprit de Service France, qui est directeur du groupe MCR et qui travaille et organise avec nous les travaux sur la relation commerciale. Merci beaucoup, Frédéric, pour ton investissement, ta disponibilité et ton engagement et surtout ton esprit de service. Alors, c'est vrai que chez les consultants, ce n'est pas toujours le cas. Il faut toujours qu'ils comptent les heures. Oh. Mais bon, toi, tu fais partie des bons cabinets de consultants qui nous ont rejoints et qui ne comptent pas leurs heures et qui donnent bénévolement de son temps pour nous aider. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de la placer, vous me connaissez. C'était trop important pour nous parce que nous, on croule dans nos organisations des fois vers... C'est consultants ? Oui, des fois. Mais bon, j'ai eu un grand plaisir, c'est un vrai bonheur de travailler avec toi. Et je te donne la parole pour que tu nous dises un peu sur comment tu vis justement avec nous, puisqu'on a attaqué ce sujet-là quand même depuis la fin de l'année. Et comment tu le vis, pourquoi, et quel est ton premier rapport d'étonnement. Et après, je te laisserai présenter... malheureusement, puisque comme vous avez pu le voir, peut-être vous le connaissez, mais Jean Muller, le président des dirigeants commerciaux de France, n'a pas pu nous rejoindre. Donc, on lui donnera la parole quand même. Merci Maryse. Dans la Bible, il y a marqué que le salut viendra du nombre de conseillers. Donc, je pense que si tu es bien parti pour t'en sortir. Donc, désolé pour la photo, je ne sais pas où vous l'avez trouvée, c'est une vieille photo qui a été prise par le journal Challenge, donc vous savez, il y a des codes, etc., mais ce n'est pas du tout le message. Ben oui, non, je suis... Non, ouais, alors cette enquête, elle est superbe, parce qu'effectivement, on traite du langage naturel. Donc 8000 contributions, on n'a pas fini de l'étudier. À chaque fois, on se dit, mais est-ce qu'on est vraiment sur le... Donc la richesse de Talk4, pour ça, est vraiment super. Il n'empêche que je voudrais insister sur ces 4 paradoxes que tu viens d'évoquer. Je pense que d'y réfléchir et d'amener une solution, soit générale, soit pour chacune des sociétés, va déterminer de manière assez forte l'avenir de la fonction commerciale et la manière dont elle va prendre sa place, j'allais dire, dans la réussite de vos entreprises. Pour quelle raison? Si je reprends le premier paradoxe, où on dit, tous les commerciaux disent oui, effectivement, la relation commerciale est au cœur de l'évolution de la performance des entreprises et de l'évolution commerciale. Et en même temps, ils disent, dans les évolutions qui ne vont pas changer, c'est ce travail à distance, le travail en visio. On a des clients aujourd'hui qui nous disent, ils ne veulent plus nous voir. Nos clients ne veulent plus nous voir. Le télétravail, etc. Donc cette distance, finalement, comment on va faire pour continuer à avoir une relation authentique? Comment on va faire pour continuer à avoir une véritable relation avec nos clients? Il faut trouver quelle va être la clé. Quelle va être la solution? Parce qu'il y a plein de choses derrière le télétravail. Enfin, si vous poussez un peu le raisonnement, si je ne vois plus mes clients, l'étape d'après, c'est quoi? On va outsourcer nos commerciaux dans des pays où ça coûtera moins cher? Je ne sais pas, peut-être. On va les remplacer par de l'IA. Voilà. Donc, je trouve que cette ambiguïté de dire « oui, quand même, la relation, c'est important » et en même temps, on n'arrive plus à avoir nos clients, c'est quelque chose sur lequel il faut réfléchir, et dans la manière de faire, dans la forme de la relation. Le second, je vais passer rapidement, mais c'est vrai que dans l'enquête ESF, et nous on le constate, les directions générales aujourd'hui prennent en compte non plus uniquement la bottom line, mais la top line, c'est-à-dire qu'il faut développer du chiffre d'affaires, il faut investir sur le commerce, et quel choc de voir finalement que les commerciaux, non seulement ne se sentent pas reconnus, enfin ça, je vais dire, c'est pas forcément... propres commerciaux. Tout le monde n'est pas reconnu des fois dans son entreprise. Tu vois, c'est ça. Mais ils se sentent empêchés. Et ça, je trouve ça plus gênant. Empêchés par les règles, empêchés par un micromanagement, empêchés parce qu'on ne comprend pas ce dont ils ont besoin. Et donc ça, c'est quand même un sujet, je pense qu'il faut adresser de manière urgente. Le troisième paradoxe, on nous dit, et celui-là, il est quand même assez subtil, c'est-à-dire que les commerciaux nous disent, non mais c'est l'humain qui est important dans la relation commerciale. C'est l'humain qui est important. Et on sait bien que, de plus en plus, la relation à l'humain va être ce qui a de la valeur. Prenons par exemple, le truc assez classique de l'hôtellerie. Si vous ne payez pas cher, vous allez dans un hôtel, vous avez une machine à carte, vous ne voyez personne, et demain, pour voir un humain et pas un robot, il faudra payer cher. Donc en fait, cette expérience, cette valeur de l'humain, elle va être importante. Et pourtant,
Que nous disent les commerciaux dans qu'est-ce qu'il faut pour améliorer la relation? Ils nous disent il faut plus d'outils et il faut plus de process. Ça nous a paru paradoxal. Peut-être ça l'est pas, mais en tout cas, on s'est dit, alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, on est condamné à avoir une relation intermédiaire. Et alors, comment ça va se passer? Finalement, cette valeur de la relation, cette valeur de l'humain, où est-ce qu'on va la placer? Je crois qu'il y a une nécessité d'y réfléchir de manière importante. J'ai vu une citation de Simon Sinek l'autre jour qui disait « Si tu parles tout le temps d'argent, c'est que tu n'aimes pas ton métier ». Et là, on voit bien que les détracteurs, eux, ils parlent d'argent, et ceux qui n'en parlent pas sont ceux qui sont promoteurs. Mais la question qu'on se pose en regardant, et sur laquelle il faudra chercher une réponse le 17 février dans ces Knowledge Café, c'est un peu, vous savez, le paradoxe de l'œuf ou de la poule. C'est-à-dire, est-ce que je suis détracteur parce qu'on ne me donne pas de sens à mon travail, mon manager m'empêche de faire mon boulot, et voilà, ou je vends quelque chose qui ne me plaît pas, et c'est pour ça que je deviens détracteur? Ou est-ce que c'est parce que j'aime pas mon job que je trouve qu'on m'empêche de faire mon boulot, que finalement il n'y a plus que l'argent, etc. Et ça, c'est un sujet clé, c'est-à-dire comment je vais réengager les équipes commerciales dans leur job, quoi. Je crois qu'il y a une réflexion à mener. Alors, pas chez tous, on l'a vu, hein. Alors, Jean dirait, il n'y a qu'à adhérer au DCF et ça résout le problème, peut-être, mais en tout état de cause, voilà, il y a une réflexion à mener. Et le dernier point, qui n'apparaît pas dans ces quatre paradoxes, mais je pense qu'on va traiter le 17 parce qu'il est fondamental, c'est qu'une enquête, elle dit des choses. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est de regarder ce qu'elle ne dit pas. Or, au cœur de la relation commerciale, il y a un élément fondamental du job de commercial, qui fait que sans ça, il n'y a pas de vente, il n'y a pas de relation commerciale, c'est la confiance. Sur 8000 idées, apports, sur 8000 citations, le mot confiance est sorti 4 fois. 4 fois. Alors on s'interroge. Évidemment, on sait qu'on vit dans un monde de défiance. Hein. Dans les années 90, vous savez quelle était la série télévisée la plus vue dans le monde? C'était Urgence. Et Urgence, le héros, le médecin Georges Clooney, était un gars sympa, venant, voilà, c'est dans la convivialité. Dans les années 2000, vous savez quelle était la série dans le monde la plus vue? Dr House. Et Dr House, il est bon parce qu'il se méfie de tout. Ah, je suis tombé dans l'escalier. Ah non, je me méfie, en fait, tu t'es fait taper par ton conjoint. Donc voilà. Et c'est pour ça que c'est un bon médecin, c'est parce qu'il se méfie. Et en fait, de plus en plus, on est en train de montrer que la méfiance est une qualité. Je ne crois pas à ce que tu me dis. Le vaccin, oula. Ah bon, vous sortez une nouvelle lasagne surgelée? À quoi vous pensez si je vous dis ça? Cheval, voilà. Non mais imaginez quand même. Donc on vit dans un monde de défiance. Or, la base du commercial, c'est la confiance. Et il n'en parle plus. Et donc, voilà, comment on pourrait retravailler autour de cette notion de confiance dans ce monde de défiance? Je pense que c'est un des grands challenges aujourd'hui de la fonction commerciale. Donc voilà, j'allais dire les quelques contributions, l'approfondissement, voilà. Et pourquoi c'est important de venir le 17? Je crois qu'il y a un enjeu, il y a beaucoup d'enjeux à aller chercher derrière cette étude. Voilà juste ce que je voulais dire et merci d'être là. Parce que c'est grâce à toi que j'ai eu l'occasion de rencontrer un Jean Muller qui nous a... Donc Jean qui est président des DCF, de la fédération des DCF, et qui est aussi directeur commercial de chez Deco. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais d'abord vous demander de bien vouloir m'excuser pour ne pas pouvoir être présent avec vous aujourd'hui dans ce haut lieu de la représentation de la France dans le monde entier. Et croyez-moi, j'aime beaucoup la Tour Eiffel, mais je ne pouvais vraiment pas être à Paris aujourd'hui. Le mouvement des dirigeants commerciaux de France, que je représente, travaille au rayonnement de la fonction commerciale depuis plus de 90 ans. Et nous croyons plus que jamais que l'intelligence commerciale est le moteur de la réussite de nos entreprises et donc a fortiori de notre économie. Depuis toujours, ou au moins depuis l'Antiquité et les Phéniciens, le commerce apporte la prospérité, le développement économique et donc le commerce, c'est la paix. Aujourd'hui, plus que jamais, Montesquieu nous l'a enseigné, c'est une fonction apaisante dans un monde globalisé. Et c'est une fonction qui est au cœur des enjeux économiques, sociétaux et environnementaux. L'hyperconcurrence mondiale, les marchés saturés, la qualité quasi comparable des biens et des services nécessitent de développer impérativement l'intelligence commerciale dans chaque entreprise française. L'intelligence commerciale réside dans la capacité à conjuguer 3 compétences singulières et complémentaires. La première, c'est l'expertise métier.
L'expertise capable d'apporter de la valeur ajoutée à nos clients. Elle requiert des expertises techniques spécifiques à maîtriser, que ce soit sur les produits, les services ou encore la connaissance des marchés. Le second, c'est l'efficience opérationnelle. Elle résulte de la maîtrise des pratiques, des techniques, des méthodes et des process qui permettent d'analyser, de cibler, de segmenter et d'adresser avec efficience les marchés potentiels. Enfin, le troisième pilier, c'est l'intelligence émotionnelle, qui est indispensable pour être en capacité de se connecter à son interlocuteur. Il s'agit de la qualité de percevoir, de comprendre, d'apprécier, de maîtriser, d'exploiter ses émotions dans un but constructif et positif afin d'interagir de manière harmonieuse avec nos interlocuteurs. Parce que la fonction commerciale est au cœur de la chaîne de valeur des entreprises. Parce que quand on réfléchit bien, on ne produit quasiment plus que ce qui a été préalablement vendu. L'intelligence commerciale est le corollaire de la performance économique. Nos métiers sont en profonde transformation. Nous sommes amenés à changer sous la pression des événements, comme par exemple la crise sanitaire que nous connaissons et ses conséquences sur l'économie mondiale, avec les pénuries récentes, le retour d'un niveau d'inflation inconnu depuis des décennies. Tout cela venant s'ajouter à des mutations profondes, les mutations technologiques, en pleine accélération évidemment, mais aussi les mutations comportementales et sociétales, notamment dans notre rapport à la planète, à la croissance, à la consommation, à la relation aux marques et enfin à la relation aux personnes. C'est pourquoi nous avons tout de suite accepté, et je l'en remercie, l'invitation de Frédéric Bonneton, membre éminent de nos deux organisations, de nous joindre à Esprit de France pour cette enquête sur l'avenir de la relation commerciale. Car nous avons la conviction que l'évolution de cette relation va être centrale dans l'avenir de nos métiers. Vous avez pu découvrir les premiers résultats de cette enquête à grande échelle et les consensus et paradoxes que nous allons devoir ensemble résoudre aujourd'hui pour exister demain. Il ressort que la première compétence professionnelle du commercial de demain est résolument relationnelle. Il s'agit de cette intelligence émotionnelle que j'évoquais par ailleurs, pilier de l'intelligence commerciale. Enfin, je dirais que cela m'a personnellement fait plaisir qu'en matière de NPS, les répondants qui sont adhérents du mouvement DCF soient les plus promoteurs de la fonction commerciale. Cela donne encore plus de sens à notre vocation et nous conforte dans notre travail. Il est donc, vous en conviendrez, essentiel que l'ensemble des directeurs commerciaux nous rejoignent pour leur estime et leur bien-être personnel. Merci pour votre écoute, merci pour votre contribution aujourd'hui et dans les ateliers à venir, et à très bientôt pour partager nos travaux de réflexion dont le point de départ sont les résultats de cette enquête.